La confrontation houleuse du président Donald Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale fait toujours des vagues. Les deux dirigeants se sont affrontés sur l'avenir de l'Ukraine, et en quelques jours, Trump a fait un geste qui a choqué le monde. Il a coupé l'aide militaire américaine à l'Ukraine, avec effet immédiat. Trump affirme que la guerre est un massacre, et que la seule issue est de pousser l'Ukraine à négocier. Cependant, sa stratégie ne fait pas l'unanimité. Les alliés de l'OTAN, en particulier en Scandinavie, adoptent une approche très différente. Et c'est là que la Norvège entre en scène, apportant une réponse que personne n'a vu venir. Un jour après la suspension de l'aide de Trump, Hallback Bunkers, fournisseur de carburant norvégien, a annoncé cesser d'approvisionner la marine américaine. Cela peut sembler être un petit geste, mais sous la surface, cette décision pourrait avoir des implications plus importantes que la plupart des gens ne le réalisent. Pourquoi la Norvège a-t-elle pris cette décision ? Est-ce le début d'une division européenne croissante sur la politique ukrainienne de Trump ? Analysons cela en détail. La Norvège, membre fondateur de l'OTAN, a été un fournisseur clé de carburant dans l'Alliance. En particulier, Hallback Bunkers et d'autres compagnies pétrolières norvégiennes ont fourni un soutien logistique à tous les navires de l'OTAN dans et autour des eaux norvégiennes, qu'ils soient militaires ou civils. L'annonce que Hallback Bunkers cessera de fournir du carburant à la marine américaine n'est pas particulièrement conséquente pour cette dernière, et ce, pour plusieurs raisons. L'annonce provient d'une entreprise privée, pas du gouvernement norvégien. Pour illustrer cela, le ministère norvégien de la Défense a réagi en affirmant clairement le soutien réciproque entre les États-Unis. Et la Norvège se poursuivrait comme il l'était. La Norvège ne veut pas arrêter ou changer la relation mutuellement bénéfique qu'elle a construite avec le reste de l'OTAN, les États-Unis, inclus. En particulier, en raison du fait qu'il s'agit de l'un des rares pays de l'OTAN qui a la capacité d'extraire et de raffiner le pétrole et le gaz. Cependant, Hallback Bunkers a promis d'arrêter d'approvisionner les États-Unis avec du carburant en rappelant au monde qu'il avait déjà fait de même avec des clients russes lorsque l'invasion a commencé en 2022. Selon le président directeur général, le fournisseur de carburant Hallback a privilégié sa boussole morale plutôt que ses profits en 2022, perdant probablement des revenus, au profit de ses concurrents norvégiens, en raison de ses interdictions auto-imposées d'exportation et de fourniture basées sur des événements politiques. Cependant, vu l'ampleur réelle de l'entreprise, l'interdiction du carburant n'aura probablement pas d'impact significatif sur la marine américaine. Dans la même annonce, le président directeur général du fournisseur a reconnu que le boycott serait sans doute vu comme symbolique. Cela est principalement dû à l'absence de contrat permanent entre l'entreprise et la marine américaine. Selon les rapports de 2024, Hallback n'a fourni qu'entre 3 et 4 millions de litres de carburant aux navires américains. Bien que cela semble beaucoup, et que cela l'est probablement, nous devons mettre les choses en perspective. Les États-Unis. La marine est l'un des plus grands consommateurs de carburant au monde, dépassant facilement plusieurs pays. Cela est dû au fait que les États-Unis. L'armée détient l'une des plus grandes flottes d'avions, de navires et de véhicules blindés, dont des chars et des véhicules de soutien d'infanterie, au monde. La marine américaine exploite plus de 400 navires, dont 11 porte-avions à propulsion nucléaire, permettant des déploiements prolongés, sans ravitaillement. Le total des sous-marins d'attaque et des sous-marins à missiles balistiques est d'environ 70 navires. Tous les sous-marins actifs sont à propulsion nucléaire, offrant discrétion et endurance sous l'eau. Environ 81 destroyers actifs fonctionnent avec des carburants conventionnels à base de pétrole. 12 croiseurs actifs, tous alimentés de manière conventionnelle, utilisant des carburants à base de pétrole. Environ 34 navires de combat littoraux, conçus pour des opérations côtières, utilisent parfois des carburants à base de pétrole conventionnel. Environ 32 navires d'assaut amphibies, de transport et d'accostage sont tous alimentés de manière conventionnelle par des carburants à base de pétrole. De nombreux navires de soutien, tels que des ravitailleurs, des navires hôpitaux et des navires de fret, sont alimentés par des carburants à base de pétrole. Les destroyers, de la 3e catégorie, illustrent bien la consommation élevée de carburant de la marine américaine. Les destroyers américains, majoritairement de classe Harrisburg, utilisent des moteurs à gaz et à huile pour se déplacer et alimenter en électricité leur système. L'Institut naval américain a publié des recherches sur l'optimisation de la consommation de carburant des navires, selon le type et le nombre de moteurs utilisés à un instant T, en fonction des besoins opérationnels. Nous n'entrerons pas dans les détails du calcul, mais les résultats de l'Institut suggèrent qu'à son meilleur rendement énergétique, un destroyer pourrait être en mesure d'atteindre un minimum de entre 100 000 et 1 million de gallons par semaine. Si nous convertissons cela en litres, nous obtenons 378 litres par 1000 nautiques en utilisant les 4 millions de litres de carburant mentionnés précédemment, retenus par les soutes de Hallback,
Un seul destroyer pourrait être en mesure de parcourir un total d'environ 10 500 milles nautiques. Cela suffit pour 2 allers-retours, entre la Californie et Hawaï, distant d'environ 2500 milles nautiques. En comparaison, le plus grand port de la marine américaine sur l'Atlantique est la station navale de Norfolk en Virginie, qui abrite la plus grande base navale du monde et le port d'attache de la flotte de l'Atlantique des États-Unis. La distance approximative de la station navale de Norfolk à la Norvège est d'environ 3500 milles nautiques, selon l'itinéraire exact emprunté. L'efficacité énergétique estimée est pour un navire à son niveau optimal, signifiant qu'il aura probablement besoin de plus de carburant pour le voyage jusqu'en Norvège. En somme, les calculs montrent que l'approvisionnement d'une seule compagnie de carburant norvégienne à la marine américaine est minime par rapport aux besoins annuels en carburant de cette dernière. Les navires de la marine américaine traversant l'Atlantique Nord se ravitaillent en carburant aux besoins, provenant de tout fournisseur de carburant militaire national. Le boycott était donc principalement symbolique jusqu'à maintenant, cherchant à établir un programme politique en Norvège et plus généralement au sein de l'OTAN, voire mondialement. L'objectif du boycott est clair. Certains sont mécontents des solutions proposées par Trump pour la guerre en Ukraine. Concentrons-nous sur la Norvège. Le pays est depuis longtemps allié à diverses nations occidentales. Ceci malgré les efforts du pays pour rester officiellement neutre pendant la première moitié du XXe siècle. Lorsque le pays a obtenu son indépendance en 1905, les politiciens ont proclamé qu'il resterait neutre dans les guerres autant que possible. Les grandes puissances de l'époque, les empires britanniques et russes, l'Allemagne et les États-Unis, ne voulant pas perturber l'équilibre délicat en Scandinavie, ont tenté de rester en dehors de la politique dans la région et auraient signé un accord ratifiant la neutralité du nouveau pays. Malgré ces efforts, la Norvège n'a pas réussi à rester neutre pendant les 2 guerres mondiales. Durant la Première Guerre mondiale, la Norvège a approvisionné les Britanniques et les Allemands, au début du conflit, en poissons, minerais de cuivre, nickel et pyrite. Cependant, les Britanniques ont fait baisser les prix du poisson en Norvège, forçant le pays à exporter la majorité de sa pêche vers les îles britanniques. Cependant, les exportations de métaux vers l'Allemagne ont continué, soutenant l'industrie militaire du pays, notamment pour les blindés et les sous-marins. L'Empire britannique a menacé de cesser l'exportation de charbon vers la Norvège si elle ne mettait pas fin à tout commerce avec l'Allemagne. La Norvège a accepté la proposition, car une grande partie de son industrie dépend du charbon. En retour, l'Allemagne a mené une guerre sous-marine, sans restriction contre la Norvège, coulant plusieurs des navires commerciaux et de commerce du pays. A fini par perdre plus de 800 navires et 3500 marins tout au long de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale n'a pas été meilleure pour le pays supposément neutre. Malgré sa neutralité proclamée, les liens commerciaux entre la Norvège et le Royaume-Uni en faisaient de facto des alliés. Au début des années 30, l'Allemagne a fait pression sur la Norvège, la Suède et la Finlande pour signer un pacte de non-agression officiel. Les 3 pays ont refusé de le faire. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'Allemagne a envahi la Norvège en 1940 avec peu de résistance des Alliés. L'Allemagne contrôlerait la Norvège continentale pendant presque toute la guerre. L'armée norvégienne suivit le gouvernement en exil en Grande-Bretagne, soutenant l'Alliance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Norvège a renoncé à sa neutralité et est devenue l'un des 12 membres fondateurs de l'OTAN. Cela a renforcé ses liens avec l'Occident. L'accès du pays au pétrole et au gaz en a fait un exportateur vital à travers l'Europe et même l'Amérique du Nord. Certaines de ces ressources servent encore à approvisionner les navires, véhicules et armées des pays bénéficiaires. Néanmoins, au XXIe siècle, la Norvège ne représentait que 2% des exportations pétrolières mondiales, devenant ainsi un acteur mineur sur ce marché. Cependant, le pays reste parmi les plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel, juste derrière la Russie, le Qatar et les États-Unis. Fin des années 1990, alors que d'autres pays augmentèrent leurs dettes pour stabiliser l'économie, la Norvège a créé un fonds d'épargne à long terme, financé par ses exportations de pétrole et de gaz. Le fonds était prévu pour financer le plan de retraite du pays, avec une loi limitant à 3% le transfert annuel au budget de l'État pour utilisation par le gouvernement. Au fil du temps, le fonds pétrolier a augmenté grâce aux exportations élevées du pays et à son potentiel en gaz naturel inexploité. Selon le ministère de l'énergie de la Norvège, seulement environ 40% des réserves de pétrole naturel de la Norvège ont été exploitées d'ici 2023. Et le gouvernement du pays estime qu'il peut maintenir une production maximale tout au long des années 20 et peut-être jusqu'aux années 30. Le fonds pétrolier a été une aubaine pour la Norvège lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. À cette période, la Russie était devenue le premier exportateur de pétrole et de gaz en Europe, représentant jusqu'à 40% des importations de l'UE dans certains cas. Cependant, la Norvège ne fournissait que 30% du pétrole et du gaz de l'UE. Quand la guerre a débuté,
l'UE a rapidement décidé de rompre la plupart des liens économiques avec la Russie pour l'empêcher de financer le conflit. Au cours des 2 années, entre 2022 et 2024, les exportations russes de pétrole et de gaz ont chuté à moins de 20% de leur chiffre d'avant-guerre. L'Europe de l'Ouest s'est affranchie des ressources russes, contrairement à certains pays d'Europe de l'Est, comme la Moldavie qui reste dépendant de la Russie via les gazoducs. Pour répondre aux variations des importations russes et à la flambée des prix, la Norvège a accru sa production de gaz et de pétrole en 2022. L'UE a diversifié ses importations, réduisant la part de la Russie à moins de 10% pour le pétrole et le gaz, tandis que 30%. Les prix plus élevés du gaz naturel et les distances de transport plus courtes vers l'Europe, par opposition au commerce transatlantique, signifiaient que la Norvège était considérée comme l'un des plus grands bénéficiaires indirects de la guerre en Ukraine. Cela signifiait que le fonds pétrolier du pays, autrefois une réserve pour les pensions et les urgences, pouvait fournir une aide financière vitale à l'Ukraine pendant la guerre. Et la Norvège a-t-elle contribué ? Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a dévoilé le programme Nansen, qui a engagé au moins 135 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 12 milliards de dollars en aide à l'Ukraine, de 2023 à 2030. Cependant, le pays n'a fait donc que de 27 milliards de couronnes en 2024, mais s'est récemment engagé à donner un autre 35 milliards à distribuer en 2025. L'année dernière, le Danemark a contribué l'équivalent de 27 milliards de couronnes norvégiennes, alors que la Suède a fourni environ 73,2 milliards de couronnes en soutien à l'Ukraine sur les 3 dernières années. Bien que ces chiffres puissants semblent élevés, il faut se rappeler que la Norvège est l'un des rares pays qui n'augmente pas sa dette nationale pour fournir ses dons. Elle puise dans les réserves issues de l'exportation pétrolière et gazière. Ces mêmes réserves ont sans aucun doute été renforcées par l'augmentation de profits mentionnée précédemment. Le ministère des Finances norvégien, dirigé par Jens Stoltenberg, ex-secrétaire général de l'OTAN de octobre 2014 à octobre 2024, a calculé que la Norvège a gagné 1,25 billion de couronnes, soit 117 milliards de dollars en revenus supplémentaires grâce à l'augmentation des exportations durant les 3 années de guerre. Ce chiffre est presque égal à combien l'ensemble du contingent européen de l'OTAN a donné à l'Ukraine au cours des 3 dernières années combinées, 130 milliards de dollars, tous amassés à partir des bénéfices d'exportation d'un seul pays. La Norvège est estimée être seulement le 8e plus grand contributeur financier en dons à l'Ukraine, légèrement devant ses voisins la Suède en 9e place et le Danemark en 12e place, selon les ressources de l'Institut de Kiel. Cependant, d'autres estimateurs de financement, travaillant avec des données jusqu'en janvier 2025, excluent totalement la Norvège du top 10. Étant donné la disparité entre combien la Norvège a gagné en profit de l'exportation pendant et indirectement à cause de la guerre en Ukraine, quelques médias scandinaves ont directement confronté le manque de financement proportionnel de la Norvège, au moins par comparaison avec d'autres pays scandinaves. Prenons l'exemple de la Suède, un pays sans frontières avec la Russie, sans l'industrie pétrogazière de la Norvège, ni le complexe militaro-industriel, et la préparation de la Finlande, pays européen ayant la plus longue frontière russe, mais qui a fourni quasiment autant d'aide. Et il y a une autre raison pour laquelle ses voisins scandinaves pourraient regarder la Norvège d'un œil sceptique. Stoltenberg, ministre des Finances norvégien et secrétaire général de l'OTAN, a exhorté les membres de l'Alliance, notamment les États-Unis et la Norvège, à fournir un maximum d'aide à l'Ukraine. Pourtant, lorsqu'il est revenu à ne servir que la Norvège, les dons du pays n'ont pas augmenté. Cela renvoie au prétendu boycott de la marine américaine par le bunker Outback. Le ministère norvégien de la Défense affirme que cette décision provient d'une seule entreprise privée, et que la Norvège continuera probablement à soutenir les États-Unis et à entretenir des relations mutuelles au même niveau. Au milieu de la nouvelle administration de Trump, le soutien des États-Unis à l'Ukraine, dans les mois à venir, devrait probablement chuter. Kiel estimant que les États-Unis représentent environ 30% de tous les dons à l'Ukraine, avec un accent particulier sur l'équipement militaire et les munitions. Cela pourrait porter un coup significatif à la capacité de ce dernier à se défendre au même rythme qu'en 2024. Vous souvenez-vous de la deuxième moitié de 2024 ? Durant cette période, l'Ukraine a réussi à envahir Koursk, capturant en quelques semaines une superficie similaire à celle que la Russie a mis des mois à occuper dans le Donbass. La réponse tardive de la Russie à l'incursion de Koursk et les échecs stratégiques et logistiques de l'arrivée des troupes nord-coréennes dans la région ont conduit à ce que l'Ukraine maintienne toujours le contrôle de la moitié du territoire occupé. La situation a été aggravée par l'administration Biden qui a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains à longue portée comme les ATACMS et des drones kamikazes pour cibler le territoire russe.
Les frappes à longue portée combinées ont dévasté les raffineries de pétrole et les complexes militaires de la Russie dans la région voisine. C'était une continuation des victoires que l'Ukraine a remportées l'année précédente, en partie attribuables aux mêmes dons fournis par l'OTAN. Mais maintenant, ces mêmes dons précieux pourraient être annulés par la décision de Trump de retenir les contributions dans une tentative de forcer la main de l'Ukraine dans les pourparlers de paix proposés. En considérant la situation dans son ensemble, le boycott d'une compagnie pétrolière envers l'armée américaine apparaît comme une réponse mineure. Cependant, cela pourrait indiquer le début d'un changement significatif dans les relations inter-OTAN, en particulier entre les États-Unis et l'Europe. Après tout, les États-Unis restent la plus grande armée du monde et n'ont pas vraiment besoin des contributions de l'OTAN pour le rester. Le pays dépense plus que les prochaines armées mondiales combinées en termes de budget de défense nationale, et même des puissances économiques et militaires comme la Chine sont estimées avoir besoin de plus d'une décennie pour égaler les États-Unis en pure prouesse technologique dans leurs armées. En revanche, la Russie borde directement 5 pays de l'OTAN en Europe, et est relativement proche de la plupart d'entre eux. La plupart des capitales européennes sont à portée des missiles balistiques, longue portée de la Russie, qu'elle a confirmé détenir. L'armée russe a même testé un missile balistique à longue portée en le lançant sur l'Ukraine. L'attaque, qui a causé des dégâts minimes, a utilisé un nouveau type de missile balistique à moyenne portée jusqu'alors inconnu. Comparativement à un missile balistique intercontinental avec une portée de plus de 6000 miles, le design expérimental aurait une portée d'environ 1500 miles. En comparaison, la distance entre Kaliningrad, l'enclave russe en Europe, et Londres, l'une des 2 seules capitales en Europe avec des arsenaux nucléaires indépendants, n'est que de 900 miles. La Russie a donc prouvé qu'elle a des armes pouvant aisément menacer l'Europe de l'OTAN sans utiliser l'artillerie lourde, pour ainsi dire. Si les États-Unis retirent leur soutien à l'Ukraine, ou pire, se séparent complètement de l'alliance de l'OTAN en termes de défense unifiée, l'OTAN sera contrainte de chercher une autre voie pour se défendre contre une attaque. Bien sûr, la France a déjà proposé d'étendre sa dissuasion nucléaire basée sur les sous-marins au reste de l'Europe. Cette proposition suggère que les États-Unis pourraient rappeler un réseau de défense similaire qu'ils ont établi hors d'Europe. Les États-Unis stockent actuellement une partie de leur arsenal nucléaire en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Si plus de pétroliers norvégiens imitent dans les bunkers Hallbach, les États-Unis seront impactés. La marine rencontre des difficultés logistiques en Europe, alors que les États-Unis ont théoriquement plus que suffisamment de capacité de raffinage de pétrole pour servir leur propre armée. Ils auraient besoin de transporter du carburant depuis les États-Unis vers l'Europe sur des pétroliers. L'utilisation de carburant par les pétroliers réduirait grandement la capacité du pays à maintenir des stocks pour l'usage interne et les exportations, augmentant les coûts et diminuant les profits de l'industrie énergétique. Si les États-Unis réévaluent leurs dépenses de défense sans recevoir d'exportation vitale de carburant de pays comme la Norvège, ils pourraient conclure qu'ils sont mieux sans l'alliance. Cette situation ne favoriserait que la Russie, car elle affaiblirait gravement tout l'Occident, alors que l'Ukraine essaierait toujours de repousser une invasion, maintenant sans dons vitaux, pour renverser la situation dans une guerre de plus en plus dépendante de la technologie. En somme, les récents événements liés aux interactions de Trump avec l'Ukraine n'ont pas encore eu un impact global sur la géopolitique internationale. Les décisions politiques d'entreprises indépendantes pourraient potentiellement impacter des nations entières, ce qui pourrait initier un changement dans l'ordre mondial. Un qui favorise paradoxalement la Russie et la Chine. Qu'en pensez-vous ? L'Europe surmontera-t-elle la tumultueuse rupture Ukraine-États-Unis ? Et des pays comme la Norvège, qui ont sans doute beaucoup bénéficié de l'invasion, vont-ils diminuer ou augmenter leurs dons à l'Ukraine ? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous, et merci de votre visionnage. Découvrez ensuite le soutien incroyable de la Finlande à l'Ukraine, dans notre autre vidéo. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.